Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alexandre le Grand meurt en 323 avant Jésus-Christ, au sommet de sa puissance. Il n'a que 32 ans, et derrière lui, il laisse un empire gigantesque, mais sans avenir clair. Sa disparition brutale ouvre la voie aux guerres de succession, à l'éclatement de son œuvre et à un tout autre cours de l'histoire. Mais une question fascine encore les historiens. Et s'il avait survécu? S'il avait eu le temps de consolider son empire, de repartir en campagne, ou même d'affronter de nouvelles puissances, par exemple Carthage ou encore Rome, le monde antique aurait-il été totalement différent ou sensiblement pareil? Je suis sûr que cela vous intéresse également. L'histoire universelle est jalonnée de figures dont les actions et le destin ont profondément modifié le cours des événements. Parmi elles, Alexandre le Grand occupe une place singulière, conquérant exceptionnel, stratège visionnaire et invaincu, fondateur d'un empire s'étendant de la Méditerranée à l'Indus multiethnique. Sa mort prématurée en 323 avant Jésus-Christ à Babylone a ouvert une période d'incertitude, de fragmentation, d'instabilité, marquant la fin de l'ère impériale macédonienne et l'émergence des royaumes hellénistiques, par exemple le royaume lagide, séleucide. Mais que serait-il advenu si Alexandre avait survécu à cette date charnière? Notre aventure nous propose aujourd'hui d'explorer les conséquences historiques mais aussi géopolitiques d'un tel scénario alternatif que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé, en examinant les impacts politiques, culturels, sociaux mais aussi économiques, ainsi que les relations internationales qui auraient pu façonner l'Antiquité et au-delà. Vous voulez en savoir plus sur et si Alexandre avait survécu? Venez avec moi. À la veille de sa mort, Alexandre le Grand règne sur un empire sans précédent, unissant la Grèce, l'Égypte, la Perse, s'étendant jusqu'aux frontières de l'Inde. Cependant, cet espace colossal demeure fragile, marqué par les diversités ethniques, les traditions locales, la résistance des élites. Les structures administratives sont embryonnaires, le pouvoir repose essentiellement sur la personnalité du souverain et sur une élite militaire macédonienne. Sur le plan politique, Alexandre le Grand commence à intégrer des éléments perses dans son administration, suscitant l'inquiétude de ses compagnons et envisage de nouveaux projets de conquête, notamment vers l'Arabie et l'Occident. Imaginons un instant qu'Alexandre le Grand triomphe de sa maladie ou de l'empoisonnement supposé. On ne sait pas toujours très bien de quelle raison il est-il mort. Poursuivant son règne sur plusieurs décennies, l'histoire a été bouleversée totalement et la face du monde également. Cette survie prolongée bouleverse la dynamique de succession, évitant la guerre des Diadoques qui suivit sa disparition. Alexandre le Grand aurait pu achever l'intégration administrative de son empire, renforcer la cohésion entre ses différents peuples, tout en stabilisant les frontières. Il est plausible qu'il lance de nouvelles campagnes militaires. C'était un conquérant avant tout, il ne faut pas l'oublier, notamment contre Carthage, Rome ou vers l'Arabie, cherchant à étendre davantage son influence, tout en réalisant ses ambitions universelles. À l'automne 323, Alexandre le Grand, encore amaigri, mais consumé par une énergie fiévreuse, lance l'expédition qu'il préparait avant sa chute, la conquête de l'Arabie. Il ne s'agit pas de gloire, mais d'une impérieuse nécessité économique. Il veut verrouiller la route des aromates. La campagne est un chemin de croix. Le désert éprouve les armées. La soif, la dysenterie, le harcèlement des tribus bédouines déciment les rangs. Pour éviter la mutinerie, Alexandre le Grand marche en tête, comme à son habitude. Lorsqu'on lui tend un casque rempli d'eau boueuse, il le verse sur le sable, refusant de boire si ses hommes ne le peuvent pas. En 322, le Yémen est soumis, le détroit de Bab el-Mandeb est pacifié, l'or, l'encens et les perles affluent vers Babylone, cimentant la fidélité de ses troupes par une richesse inouïe.
L'Orient apaisé, l'Arabie conquise, le regard hétérochrome d'Alexandre le Grand se tourne irrémédiablement vers le soleil couchant. Dès 323 avant Jésus-Christ, des ambassadeurs de Carthage étaient venus à Babylone, espions drapés de pourpre, pour évaluer le jeune dieu. Alexandre le Grand a compris que cette cité marchande, véritable thalassocratie, dominant la Méditerranée occidentale, ne tolérerait jamais l'hégémonie macédonienne. Dans les chantiers navals de Phénicie, une armada de 1000 navires prend forme. L'assaut est lancé au printemps 320. Mais la guerre contre Carthage n'a rien d'une fulgurance. Contre l'Empire perse et surtout d'Issos, c'est un gouffre pour les hommes et les richesses. La cité punique, protégée par ses murailles et défendue par une flotte supérieure, résiste fortement. Le siège s'éternise. Les ingénieurs grecs et phéniciens d'Alexandre le Grand mettent au point des naphtas, des projectiles incendiaires, qui transforment les raids en brasiers hurlants. Alexandre le Grand lui-même est blessé, une flèche lui transperçant l'épaule. Le trésor accumulé à Persépolis fond pour payer les mercenaires et reconstruire les tours de siège détruites. Lorsque Carthage tombe enfin en 317, terrassé par la famine et l'usure de ses murailles, ce n'est pas un triomphe joyeux. Il ne faut pas oublier que le siège avait commencé 3 ans plus tôt. La première décision d'Alexandre le Grand, après avoir conquis Carthage, est de faire exécuter les suffètes, mais intègre les marchands et les marins puniques à sa propre machine impériale. La Méditerranée devient un lac fermé, macédonien. Sans sa rivalité navale avec Carthage, une petite république italienne va perdre le moteur même de son expansion maritime. L'Italie du Sud est une poudrière. Depuis des années, les cités grecques de la côte, comme Tarente, sont harcelées par les redoutables tribus des Lucaniens et des Samnites. Pire encore, en 331 avant Jésus-Christ, l'oncle du conquérant, Alexandre le Molosse, y avait trouvé la mort, trahi et massacré. 14 ans plus tard, les incursions lucaniennes menacent même d'embraser l'Occident nouvellement pacifié. C'est le casus belli parfait. Sous couvert de venger cette mort, Alexandre le Grand débarque dans la péninsule italienne. Il trouve sur sa route une puissance qui émerge du chaos des guerres samnites, Rome. La République romaine est farouche, disciplinée. Ses légions viennent d'adopter une formation manipulaire, d'une souplesse terrifiante. Pour la première fois, la phalange macédonienne rencontre une forte tactique supérieure. Là où la phalange s'impose, un mur statique, le légionnaire romain, armé de son gladius, court et de son grand bouclier, s'infiltre sous les piques, frappe au corps à corps, recule, laisse la place à la ligne suivante. La défaite effleure pour la toute première fois Alexandre le Grand. Ce n'est que par l'utilisation des éléphants de guerre, dissimulés jusqu'au dernier moment, et par une charge désespérée de la cavalerie sur les flancs romains, que la ligne de la République finit par se briser. La victoire est arrachée dans le sang. Alexandre le Grand vient de mesurer la puissance romaine. Ses paysans soldats ont refusé de plier, là où les immortels Perses avaient fui. Pragmatique, Alexandre le Grand arrête son armée. Il ne marchera pas et ne prendra pas Rome. La consolidation du pouvoir d'Alexandre le Grand aurait permis une unification durable de ces territoires. Par une réforme administrative approfondie, il aurait pu créer une bureaucratie associant Grecs, Perses, Égyptiens, tout en garantissant la stabilité au sein de son empire. La suppression des révoltes locales, le maintien d'une armée professionnelle aurait favorisé l'expansion territoriale, transformant la Méditerranée orientale en centre hégémonique. L'émergence d'une dynastie légitime, issue d'un héritier reconnu, aurait évité la fragmentation politique, la formation des royaumes hellénistiques concurrents. La poursuite du règne d'Alexandre le Grand aurait intensifié la diffusion de l'hellénisme bien au-delà de ses frontières historiques. Les échanges culturels entre l'Occident grec, l'Orient perse, indien, égyptien auraient produit une synthèse originale,
favorisant l'émergence de nouveaux courants philosophiques, artistiques, scientifiques. Des villes comme Alexandrie, Babylone, Persépolis auraient pu devenir des pôles de rayonnement culturel et intellectuel. Alexandre le Grand, survivant, aurait inévitablement croisé la trajectoire de Rome, comme on l'a vu précédemment à leur puissance montante en Italie. Les contacts, qu'ils soient diplomatiques ou militaires, auraient pu précipiter une confrontation ou une alliance, modifiant profondément l'équilibre méditerranéen. Par ailleurs, l'expansion vers l'Inde aurait facilité les échanges avec les Mauryas, tandis que la route de la soie vers la Chine des Han aurait pu s'ouvrir bien plus tôt, favorisant une première mondialisation. La diplomatie macédonienne, forte de son prestige, de ses ressources, aurait pu instaurer une politique d'influence durable sur les grands empires de l'époque. La stabilisation de l'empire aurait permis l'émergence d'une société cosmopolite, caractérisée par la mobilité des populations, la diversité des élites, l'intégration des marchés, la multiplication des croyances. Alexandre le Grand, en favorisant le commerce entre l'Orient et l'Occident, aurait accéléré la circulation des biens, des idées, des innovations. Le développement des routes, des ports, des infrastructures administratives aurait stimulé l'économie, créant des pôles urbains dynamiques, une classe moyenne émergente. Sur le plan social, la politique de mariage mixte, d'intégration culturelle, aurait pu limiter les tensions ethniques, favoriser une identité impériale commune. Si Alexandre le Grand avait survécu, son héritage aurait pu s'inscrire dans la longue durée, influençant la formation des États, les modèles des gouvernements, la pensée politique. Son empire unifié aurait servi de référence pour les conquérants ultérieurs, de Rome à Byzance. De son image de souverain universel aurait inspiré la littérature, la philosophie, l'historiographie. Les traces de l'hellénisme, enrichies par une synthèse orientale, auraient marqué durablement les civilisations européennes, asiatiques et africaines, redéfinissant les contours de la mondialisation antique. Comme on l'a vu, l'analyse contrefactuelle de la survie d'Alexandre le Grand après 323 avant Jésus-Christ révèle la profondeur des enjeux historiques, géopolitiques liés à son destin. Un empire consolidé, une diffusion culturelle accrue, des relations internationales transformées, autant de conséquences qui auraient pu façonner un monde radicalement différent. Si l'histoire ne se réécrit pas, la réflexion sur ces scénarios alternatifs éclaire la complexité des interactions humaines, la fragilité des équilibres politiques, tout en invitant à une meilleure compréhension de l'héritage d'Alexandre le Grand et de ses contemporains. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.